Ce qu'on fait cette année, c'est la naissance du club il y a 40 ans. Là, pour moi, un souvenir inoubliable, c'est ce fameux Cholet Basket Real de Madrid. On a sorti un basket, on a étonné tout le monde et on a pris la victoire. Les gens étaient à 1 mètre de la ligne, criaient, il y en avait dans les escaliers, enfin, il y en avait partout, quoi. Et ça reste des événements et des souvenirs très présents parce qu'il y avait vraiment une très très grosse ambiance et il y a des frissons qui m'envahissaient. Les joueurs et toutes les personnes qui encadraient, ça ne faisait qu'une équipe. La marée rouge, c'est comme ça que je l'appelais, eh bien, elle nous a portés jusqu'au titre de champion de France. Et là, tout le monde prend feu et on arrive à gagner ce match-là. C'est un des plus beaux matchs qu'on a pu jouer dans le play-off. Ce sont des souvenirs, là aussi, qu'on n'oublie pas. Cholet, ville du mouchoir mais aussi ville de basket. Si c'est Cholet Basket qui depuis 40 ans écrit l'histoire de ce sport au plus haut niveau dans les Mauges, le basket est pourtant pratiqué à Cholet depuis 1926 à la Jeune France. L'équipe première évolue dans les années 70 en National 2 et manque même plusieurs fois de gravir le dernier échelon. Mais en 1975, c'est le clash. Leur credo, ou leur philosophie, était de l'amateurisme. L'amateurisme que je respecte, et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les amateurs. Nous, on a toujours fait partie des amateurs, ceux qui sont ici et moi-même. Bon. Mais dans un grand club qui faisait peut-être 3000 licenciés, on pouvait guère rêver de faire du professionnalisme sauf à la marge. Et le conseil d'administration à l'époque de la Jeune France, j'en parle d'autant plus que j'en faisais partie, ne percevait pas les choses de la même manière et a préféré un peu se saborder son équipe phare, parce que c'était bien le cas dans ce patronage, et plutôt que d'adopter un professionnalisme sur lequel on allait fatalement, puisqu'on voulait à la fois monter au plus haut niveau, mais pas le payer. Le 18 juin 1975 se déroule alors l'Assemblée Générale à la Jeune France. Des élections qui se déroulent dans une grande confusion et aux abords de 22h30, 48 des 78 participants, dont Michel Léger, quittent la salle. Ils remontent alors la rue d'Armaillac et arrivent au niveau de la gare. Et puis j'ai M. Hervé qui balayait parce que c'était la sortie de son hôtel avec la fille de restaurant et tout. Et on lui a dit on aimerait faire une petite réunion, est-ce que vous n'auriez pas un petit local à nous prêter? Il a dit ben, rentrez donc là, rentrez donc ici. Et puis voilà, on s'est assis là, dans cette salle où vraiment c'est les fonds baptismaux de Cholet Basket. Et puis on a dit ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas simple comme ça. C'est facile de dire on a créé un club, non, à l'époque c'était très difficile. Quand il y a une page blanche qu'on m'a mis devant moi, on va écrire quelque chose, j'ai cru que j'allais me sauver en courant, quoi, parce que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là ce qu'on était en train de faire. Hein. Casser un jouet qui était bien à nous, on était bien dans la Jeune France, on était très bien, vous savez. Hein. Et se lancer dans une aventure où il n'y avait rien, il y avait tout à faire. Quand on dit tout à faire, c'est même plus que ça, quoi. On n'avait rien du tout. Et, on a quand même décidé, à ce moment-là, ben là, on monte un club. Puis, on monte un club, il y en a qui a dit ça, je ne sais pas si c'est moi, si c'est d'autres, je ne sais rien. Mais tout le monde a dit, ouais, on monte un club. Et voilà comment on est parti sur les baskets. Après, on a cherché un nom pour ce club. Alors bon, on a discuté pendant 10 minutes, puis on a dit, c'est Cholet Basket. Cholet Basket créé, le plus dur reste pourtant à venir. Se pose alors une question primordiale. Il fallait voir à quelle place on allait nous donner, parce que normalement, quand on crée un club, on part au plus bas du département, on nous a fait une belle fleur, tout est relatif compte tenu de la valeur sportive de nos éléments, les joueurs qui nous suivaient tous, hein, ou qui étaient tous prêts à nous suivre, en fonction du niveau où on serait placé. Et on nous a accordé de partir en promotion d'excellence départementale, mais avec interdiction de monter la première année. Alors, au niveau national, c'est un 11e niveau, un truc comme ça. Et interdiction de monter, alors pourquoi ça je le comprends bien, avec le recul je l'ai mieux compris, c'est que dans une équipe, on ne doit avoir que 2 mutés. Or, comme on crée un club, nous n'avions que des mutés. Donc, on ne pouvait pas monter. On nous a mis un petit peu là. Après, on nous a calé une autre équipe d'un championnat de réserve, mais qui était un peu factice, parce que finalement, l'équipe, elle, qui a joué après la montée, elle partait de la promotion d'excellence départementale.
La saison 1975-1976 marque alors la première saison du club et l'équipe première évoluera en championnat de réserve au niveau régional. Le premier match sera disputé contre une équipe américaine, les Long Beach All Stars. Une défaite de 18 points mais qui marque une entrée en matière plus que satisfaisante. Le championnat est très disputé et les résultats sont positifs pour les hommes d'Yves Auger. Ils termineront deuxième derrière les intouchables réservistes du SCM Le Mans. CB étriera même par 2 fois la Jeune France 2 dans des affrontements particuliers au vu des événements de l'intersaison. Une première saison terminée, et on peut maintenant le dire, Cholet Basket est lancé. Yves Auger et Jacques Baudet se souviennent des débuts du club. Donc il y avait les deux équipes seniors dont Michel vous a parlé tout à l'heure. Il y avait donc 12 équipes de jeunes qui ont commencé à débuter dans les championnats départementaux. Et la première année, on a déjà eu un titre de champion départemental en Benjamin. En Poussin, excusez-moi, je suis en Poussin, ce qui était quand même un signe puisque c'était la catégorie la plus jeune et c'était le signe de jeunesse du club. Puis autrement, l'évolution s'est faite très très régulièrement avec des montées permanentes. Il y a eu les féminines qui ont été créées la saison suivante ou deux saisons suivantes. Et à partir de ce moment-là, le club s'est développé très largement. Et on est arrivé au bout de 6 ou 7 ans à commencer à avoir des titres départementaux régionaux et avoir des effectifs qui étaient parmi les plus nombreux de ceux du comité de basket de Maine-et-Loire, et même de la région Atlantique. Et après, tout s'est enchaîné. Voilà. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est le fait que les joueurs et toutes les personnes qui encadraient, ça ne faisait qu'une équipe. Une équipe qui avait pour base l'amitié et le respect les uns des autres. Et cette amitié qui s'est concrétisée avec des actes justement, par exemple la construction du premier foyer qu'on a eu, le foyer du Bellec, on l'appelait comme ça, qui s'est fait au travers de chacun des joueurs et de l'équipe d'encadrement et des parents. Et ça, c'était quelque chose de formidable et c'est ce qui a permis, je pense, à ce club-là de rester soudé le temps nécessaire pour monter jusqu'au niveau auquel il est aujourd'hui. Le président Michel Léger s'active en effet pour disposer d'un foyer pour recevoir l'ensemble des équipes et créer ainsi une vraie dynamique de club. Un chantier qui marque forcément les esprits. Dans les différents sièges que le club a occupés, à sa création, on a été hébergé par le lycée Sainte-Marie, rue Saint-Bonaventure. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire, en plus ça s'appelle Saint-Bonaventure, on peut imaginer tout ce qu'on veut en brodant sur le nom. Mais on y a été là-bas qu'1 an. Et puis la deuxième année, on voulait absolument avoir quelque chose à nous, s'implanter, avoir les pieds sur terre. Et on a fait un deal avec la ville qui nous a cédé le terrain là où nous sommes actuellement. Nous avons acheté un bâtiment sur pied dans une commune près de Nantes. Et nous avons été là-bas le démonter, tout un grand week-end. Et puis après, différents week-ends, et puis toutes nos soirées, on les a passées à remonter quelque chose ici. C'était quelque chose d'énorme. Tous les gens du club se donnaient la main dans tous les corps de métier, etc. Et on a été ici jusqu'en 91, à l'époque où nous sommes après partis au match. Mais vraiment, ici, il y a le nid où le club a été fondé, c'est aussi ici, parce que c'était très important. On avait des réunions tout le temps, je dirais, tout le temps il se passait quelque chose, parce qu'on a vite pris de l'extension et de l'expansion pour passer tout de suite à 30, 40 équipes. Et tous les lundis soirs ici, réunion avec tous les responsables de chaque équipe, et je lisais le compte-rendu depuis les poussins 4 jusqu'aux seniors. Et chacun donnait son avis, il fallait que tous les responsables d'équipe donnent leur petit compte-rendu, et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne voit sans doute pas beaucoup dans beaucoup de clubs, je ne sais plus, parce qu'il y a longtemps que j'ai abandonné le niveau, mais je pense que c'est assez rare. Mais c'était vraiment quelque chose qui faisait qu'il y avait une osmose très forte entre tous les membres de ce club. La première saison avec interdiction de monter passée, Cholet Basket peut à présent entamer sa folle ascension. Tout commence donc en promotion d'excellence départementale. Après avoir goûté à la N2 à la Jeune France, reprendre en départemental n'était pas forcément chose aisée. Pour un joueur comme moi, j'avais 16 ans et demi à l'époque, reprendre en département, ce fut évidemment dur. J'avais touché un petit peu de la Nationale 2, mais les dirigeants étaient tellement enthousiastes que, bon, c'était pas un sacrifice, c'était vraiment s'investir dans
dans une dynamique de club, s'investir dans un nouveau projet. Donc au bout du compte, je ne l'ai pas regretté. Cholet Basket fait parler sa domination dès le début et survole ses 2 premières saisons. Thierry Chevrier arrive en provenance de Trémont dès cette période et il y restera jusqu'en National 1A, participant ainsi à toutes les étapes de l'ascension de Cholet Basket, de la départementale jusqu'à la Coupe d'Europe. Le club des Mauges s'adjuge alors 2 titres départementaux, synonyme de 2 montées successives, mais aussi 2 Coupes de l'Anjou. Ce sont des souvenirs marquants parce que c'était nos premiers véritables titres. Et même si aujourd'hui ça pourrait paraître désuet pour un club comme Cholet Basket, c'est quand même des moments qui nous ont marqués, des moments qu'on a fêtés, et on a aussi marqué quelque part le département du Maine-et-Loire par ces victoires. Les premières années départementales, elles ont passé très vite parce que tous les ans on accédait. Ce n'était pas une inquiétude. Hein. Je ne sais pas la moyenne des matchs des premières années qu'on était en départemental, mais on devait bien gagner au moins 50 points sur la moyenne de la saison. C'était à peu près la norme sur plusieurs années. Il a fallu attendre qu'on soit en excellence régionale, puis en National 4 pour avoir un petit peu plus de difficultés. Mais avant, on n'avait pas de difficultés. Et puis on récupérait aussi tous les ans, quand on avait besoin, les anciens joueurs qui étaient avec nous, qui avaient quitté le club parce qu'on n'avait pas besoin d'eux. Et au fur et à mesure des besoins, on les appelait. Je pense à Jacques Le Sur, je pense à Yves Le Sur, je pense à Joël Baudry, je pense à Alain Baudry et bien d'autres. Et c'est comme ça que l'équipe se renforçait tous les ans, sans avoir à faire appel vraiment à l'extérieur. On n'était pas là pour recruter. Sauf lorsqu'on a fait venir après un entraîneur américain qui s'appelle Denis Calzonetti. Alors pourquoi on a fait venir un entraîneur américain? Moi je partais du principe que plutôt que faire venir des joueurs américains qui vont apprendre à jouer comme des Français, il valait mieux prendre un entraîneur américain qui apprend un petit Français à jouer comme les Américains. Ça c'était un petit peu la philosophie qu'on a eue à cette époque-là. Et ça s'est très bien passé pour tout le club. Ça a fait monter sûrement le club dans beaucoup de domaines. Non seulement dans la technique, dans l'approche, dans l'esprit. En 1978, Cholet Basket est donc à nouveau promu à l'étage supérieur. Le club des Mauges passera 2 saisons au niveau régional, ponctuées comme en départemental de 2 titres et de 2 montées successives. La domination est telle que la première année, alors que les Choletais rencontrent le judo club du Mans en finale, ces derniers exprimèrent leur désir de ne pas jouer le match retour. Le premier match s'était en effet terminé sur une différence de 33 points. Les instances les obligeront à jouer une seconde manche et le judo club s'inclinera une seconde fois, offrant le titre d'honneur région à Cholet Basket. La 2e saison de région, en excellence cette fois, est celle qui peut permettre à Cholet de retrouver une place en national. CB ne manque pas l'occasion, mais aura dû faire avec un véritable chat noir du nom de Bégrol, qui infligera notamment sa première défaite aux Choletais après 80 victoires de rang. À la fin, c'est pourtant bien Cholet Basket qui s'adjuge le titre régional et valide son billet pour la National 4. Mais les propos de Michel Léger à l'époque sont clairs. Le but n'était pas de monter en National 4 et de s'en satisfaire. Notre souhait, c'est d'accéder à la National 3. Et il serait souhaitable de le faire tout de suite pour répondre aux aspirations du public et entretenir son intérêt. Tout au long des différentes montées de Cholet Basket, le club a vraiment su anticiper. Chaque année, il y avait des joueurs qui venaient d'un niveau supérieur. Si bien que chaque année, l'équipe était véritablement prête à affronter tous les matchs, était prête pour la montée. Et donc ça a été un facteur qui a été important dans l'expansion de Cholet Basket. Cholet Basket joue donc à présent en National 4, dans une poule qui reste néanmoins régionale avec des équipes telles que Chambretot, la Jubaudière ou encore les meilleurs ennemis de Bégrol. Pour la première fois depuis le début de son ascension, Cholet Basket ne soulèvera pas le titre de sa catégorie, mais décrochera tout de même l'essentiel avec une montée en National 3. Les Choletais se seront néanmoins montrés dominateurs à domicile, où ils finissent invaincus devant un public qui ne cesse d'augmenter. Malgré un bon début de saison avec une victoire de prestige contre Nantes lors de la première journée, la suite de cette première saison va s'avérer très disputée. Un véritable duel à distance s'engage avec les Aubrais, que les Choletais vont d'ailleurs affronter lors de leur dernier match. Les 2 équipes ont alors leur destin entre les mains et le vainqueur de ce match s'adjugera la première place de la poule et la montée en National 2. À 2 minutes de la fin, les équipes sont au coude à coude. Mais ce sont finalement les Aubrais qui repartiront avec la victoire. Depuis sa création, c'est la première fois que Cholet Basket ne gravit pas un nouvel échelon. L'année suivante marque l'arrivée au club d'un certain Nicky White, grand artisan de la montée de Cholet Basket cette saison. Il réalisera notamment un carton offensif dans le derby contre la Séguinière avec Thierry Chevrier, où le duo inscrira 62 points. À 3 journées de la fin du championnat, Cholet Basket valide son billet pour l'étage supérieur
et évoluera donc en N2 la saison prochaine. La saison n'est pourtant pas terminée puisque Cholet affronte Dozit en quart de finale des playoffs. CB perdra le premier match de 7 points, mais gagnera le second de 9. Suffisant pour accéder à la poule finale où les Choletais s'inclineront contre Hyères, futur champion. Mais l'essentiel est là. Cholet Basket évoluera la saison prochaine en National 2, niveau qu'il avait quitté à la Jeune France 8 ans plus tôt. CB devient alors le premier club du département et c'est un véritable engouement populaire qui accompagne le club des Mauges. Cholet n'est plus qu'à un échelon de rejoindre l'élite. Si proche, mais si loin en même temps. Les Choletais vont passer 3 années en National 2. La première va bien commencer, mais Cholet Basket va être confronté à une série de défaites qui va mettre l'équipe en délicatesse au classement. La 20e journée à Rennes sera décisive. Nous jouons à Rennes et c'est le match du maintien. Il faut absolument gagner. Je me souviens que le président Léger vient nous voir dans les vestiaires à la mi-temps. Et bon, la fin du match et la libération, je crois qu'on gagne de 2 ou 4 points. Et ça nous maintient dans cette élite. Et ça a été vraiment pour moi un grand souvenir. D'ailleurs, on s'en est souvenu une bonne partie de la nuit. Oui, bref, le match le plus marquant que j'ai moi en N2, c'est un match qui était la première année en N2. Et c'était un match qui se passait à Rennes. Et c'est un match où on se battait pour ne pas descendre la première année. Et c'était extraordinaire de voir les gens de Cholet défiler. On avait emmené je ne sais combien de cars. La même chose à Nantes. On avait emmené 800 personnes à Nantes pour un match de National 2. Mais celle de Rennes était tout à fait particulière parce que si on perdait Rennes, on risquait de descendre. Et là, un petit peu le château de cartes s'écroulait. Parce que l'année d'après, bon, c'était le contraire. On a repris un souffle pour monter. Mais s'il y a eu des matchs marquants ici, c'est contre Denain, contre Nancy, qui est l'équipe qui joue toujours à Nancy. Il y avait aussi à l'époque une équipe emblématique qui s'appelait Berck, qui est venue aussi ici se casser les dents, comme beaucoup d'autres y sont venus. Mais oui, puis après il y a eu Nice, quand on les a joués en finale de championnat de France, c'était aussi des matchs importants, mais moins importants que les montées. Ce qui est important toujours, c'est de monter. La montée ne sera toujours pas pour la saison suivante qui va s'avérer être une véritable saison galère pour le club, avec plusieurs blessures qui vont grandement handicaper l'effectif. Le maintien sera à nouveau accroché avec la 7e place, évitant au château de cartes de s'écrouler et offrant dès la saison suivante une nouvelle opportunité de monter dans l'élite française. Une saison grandiose et marquante pour le club et ses protagonistes de l'époque qui nous parlent de cette saison de folie à tous les points de vue. Certains matchs ont véritablement, je crois, marqué le club. Il y a eu effectivement ce fameux match contre Berck. Nous jouions contre une équipe au passé grandiose, puisque Berck avait été, je crois, champion d'Europe. Et même s'ils étaient en National 2, il y avait quand même des joueurs comme Yves-Marie Vérove et Collier, je crois, qui avaient été des stars de la National 1 de l'époque. Donc pour nous, ce match-là représentait quelque chose de très important. Ça a été épique, il y avait beaucoup de monde à la salle du Bellay. On a passé des rudes moments, une fin de match, je dirais, mouvementée. Je crois qu'on a gagné de quelques points, enfin je ne me souviens plus très bien du score, mais ça a été vraiment un match extraordinaire et un match moi, qui me reste aujourd'hui encore dans la tête. Cette dernière année de National 2 a été vraiment oui, une année marquante, puisque je crois que nous étions en concurrence avec Gravelines de mémoire. Et les matchs ont été vraiment durs et on voulait vraiment en finir avec cette National 2 et monter enfin au plus haut de la hiérarchie française. Je crois que le public à l'époque nous a soutenus. Je rencontre encore parfois, il m'arrive de rencontrer des gens qui étaient spectateurs à l'époque et qui ont ce souvenir d'une salle plus que surchauffée. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait un service de sécurité qui passait, ce serait inconcevable. Les gens étaient à 1 mètre de la ligne, criaient, il y en avait dans les escaliers, enfin, il y en avait partout, quoi. Et vraiment, il fallait... on ne pouvait pas faire autre chose que de gagner. Et bon, je crois que le résultat a été là. Du Bellay, on ne l'a pas toujours connu comme ça. Au départ, c'était une salle qu'on appelait COSEC. C'est des salles types en France. Il y avait un type de ces salles-là qui existait. Et ce n'est pas la salle que vous voyez aujourd'hui derrière moi. On l'a agrandi à l'époque où le club grandissait, il fallait agrandir les salles.
Donc on est passé, bon, allez, disons, on va mettre 1200 places assises, mais on a mis jusqu'à 2500 personnes dans cette salle. Il y en avait partout, c'était accroché comme des grappes qui tombaient du plafond. Et c'était une ambiance extraordinaire. Je pense même que plus une salle est petite, plus l'intensité est grande à l'intérieur. Mais un jour, ça va exploser. C'est pour ça qu'après, on est obligé de partir à la Meilleraye. Mais ici, c'est des souvenirs inoubliables, inoubliables, avec des matchs extraordinaires, une ambiance, c'était de la folie, mais il n'y a pas ce côté sécurité qu'on recherche aujourd'hui, ce côté sérieux, qui est bien, hein, que je ne m'apprête pas critiquer, mais c'était le côté de la folie. Et Cholet Basket est né un petit peu dans la folie, et il continue la vie dans la folie, quoi. Les gens, ils étaient là, il faut monter, il fallait tout le temps monter. L'ambiance du Bel, on l'a transporté à la Meilleraye. Si un jour il y a une nouvelle salle, hein, ce que je souhaite pour le club, c'est qu'on y transporte dans cette nouvelle salle l'esprit qu'il y a à la Meilleraye. Si on ne devait pas l'emporter, à la limite, il vaudrait mieux rester. Cette ambiance de folie sera bien présente à la salle du Bellay, toute la saison, mais surtout pour 2 matchs qui resteront dans les annales du club. Le premier contre le mythique Berck, le second contre le co-leader Gravelines, dans un match qui sonne comme une finale pour la montée dans le groupe. Mais à la fin, ce sont bien les Choletais qui s'imposent et les supporters envahissent le terrain. Il ne restera plus qu'à assurer la première place sur les 2 derniers matchs, ce que Cholet fera avant de s'envoler pour la finale du championnat de National 2 contre Nice. Une courte défaite de 2 points à l'aller, une victoire de 10 points en retour dans les Mauges. Cholet est champion de National 2 et jouera l'année prochaine en National 1. La fête est totale. Le titre de National 2 face à Nice a été important à plusieurs titres. D'abord pour nous joueurs, puisque bon, c'était quand même la consécration d'une année difficile. C'était pour un joueur comme moi, à titre personnel, une vraie consécration. Je savais que bon, après, pour moi, ça en était terminé, hein, puisque j'arrêtais ma carrière à ce niveau-là. Et puis je crois que pour le club, c'était aussi l'aboutissement. Puisque à partir de ce titre de champion de France de National 2, c'était d'abord le premier titre véritable de Cholet Basket, et à partir de celui-ci, c'était la montée vers l'élite, hein, c'était la National 1, et c'était l'objectif que s'était fixé le président Léger à l'origine. Et donc je crois que ça a été vraiment un grand aboutissement. Le retour à la réalité s'avère douloureux. Alors que les Choletais sont prêts à entrer dans le professionnalisme et prennent possession de la Meilleraye, le format de la National 1 change et se transforme en 2 poules nommées N1A et N1B qui deviendront plus tard les Pro A et Pro B que nous connaissons aujourd'hui. Cholet a néanmoins la possibilité de rejoindre directement le plus haut échelon puisque la première phase du championnat déterminera les équipes présentes dans ces 2 niveaux. Ce ne sera pas le cas puisque Cholet Basket connaît la première crise de son existence. Tom Baker est débarqué puis rappelé au chevet de son équipe. Des ajustements doivent être faits et le staff doit encore jongler avec les blessures. On n'était pas certain de monter, il fallait qu'on gagne 10 au moins de nos 11 matchs qui nous restaient pour assurer la montée. Et on blesse un joueur, bon, comme ça arrive 2-3 fois, et on l'a remplacé par un joueur qui débarquait, qui arrivait de 2e division en Italie, inconnu complètement dans notre coin et même pratiquement en Europe. Et il est arrivé, il était large comme ça. Et on a dit, on va essayer, on n'a pas d'autres joueurs, il n'y a pas que celui-là alors. C'était Grelin Warner. Et le premier match, il a dû marquer 40 points presque en rigolant. Il a gagné tout seul le match contre Le Mans. Ou non. Bon, ça m'échappe un peu, mais je sais qu'il a gagné ce premier match. Et qu'on a bien gagné nos 10 matchs sur les 11 qui restaient. Et avec après toute la carrière qu'il a pu faire à Cholet, puisqu'il a joué pendant 6 ans chez nous. Et qu'il a fait encore un tabac lorsqu'il est revenu 17 ans après dans cette salle. Il a attiré 4000 spectateurs. C'est comme assez rare et ça méritait d'être souligné parce que ça reste un grand souvenir. Tout le monde pensait que c'était pas un joueur valable et finalement il était un très grand joueur. Cholet aura néanmoins tremblé jusqu'à la fin de cette saison, mais acquis le principal. Cette fois, c'est pour de bon, Cholet Basket est au plus haut niveau français. Par la même occasion, CB va rejoindre l'espace rouge de la Meilleraye puisque l'équipe évoluait jusqu'alors dans l'espace jaune. En assurant une nouvelle montée à partir de du Bellay, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bon, les murs étaient, on ne pouvait pas pousser les murs plus qu'on avait fait, donc il a fallu trouver une solution. On a trouvé une solution médiane en jouant une année dans l'espace jaune. Bon, c'était un petit peu du bricolage, on a acheté des tribunes qui ont resservi après. Les vestiaires, ils servent toujours puisqu'on était entre l'espace jaune et l'espace rouge. Mais c'est qu'une année après, lorsqu'on a vu vraiment que là on assurait la grande montée en 87, et c'est là qu'il a été décidé à la municipalité de créer une nouvelle salle. C'est l'espace rouge d'aujourd'hui, la Meilleraye d'aujourd'hui, qui est connue maintenant dans toute la France du basket et même bien au-delà.
Et on a, je pense, battu un espèce de record du monde, sûrement grâce à Yves Auger que vous avez vu tout à l'heure, qui a dirigé tous ces travaux-là, dans le cadre de ses activités professionnelles. Et on a voté au conseil municipal les appels d'offres de la salle le 4 juillet, je me rappelle parfaitement puisque j'ai siégé à ce conseil municipal. Et on a joué dans la salle le 19 septembre. C'est pas de l'année d'après, de la même année. Alors quand vous voyez ce qui s'est monté, on a monté toute la charpente métallique, elle a été montée au sol et montée avec 4 grues pour gagner 3 semaines. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et toutes les entreprises aussi se sont mobilisées, quoi, comprenaient qu'il fallait qu'on joue, que le début de saison approchait, qu'il fallait qu'on joue à l'intérieur. C'était extraordinaire, l'engouement qu'il y a eu là aussi. Et si aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on doit créer une nouvelle salle, qui est le souhait du club, le souhait de beaucoup de gens et tout, il faut y transporter absolument l'esprit de la Meilleray. Avoir une salle où on serait à 20 mètres du bord du terrain, je crois que ce serait pas bien perçu, on serait un petit peu perdu, on perdrait nos repères. On dit c'est le chaudron de la Meilleray, oui, certains ont même parlé du hangar, c'est un peu péjoratif parce que je connais un hangar où on va jouer la finale de la Coupe de France à Paris, c'est la halle Carpentier, comme son nom l'indique, ça n'a jamais été une salle de sport. Et alors on ne la critique jamais, mais parce que c'est à Cholet où on a plutôt mieux que la halle Carpentier, il faut qu'on ait toutes les critiques. Alors je trouve ça que c'est malvenu, mais ceci dit, si un jour on a beau Palais des Sports, j'en serais très content. Pour sa première saison au plus haut niveau, Cholet fait venir Jean Gall, double champion de France avec Berck. Le club marque ainsi tout de suite ses ambitions. Ce n'est pas un cadeau qu'on offre aux Choletais en les imposant en CSP Limoges à Beaublanc pour leur premier match de saison régulière. Et pourtant, coup de tonnerre chez les derniers finalistes du championnat et de la Coupe Corac, car c'est bien le club des Mauges qui repart avec la victoire. Cette saison est également l'occasion de lancer dans le grand bain des jeunes du centre de formation, Jim Bilba et Antoine Rigaudot en tête de liste. Je me rappelle qu'un jour, Jean Gall, l'entraîneur qui était à l'époque, m'a demandé de rentrer en jeu. C'était à Caen et je devais jouer les 6 dernières minutes. Le match était très proche et on a gagné à la fin. Donc c'est toujours un très très bon souvenir de rentrer pour la première fois avec l'équipe professionnelle et de gagner le match. Donc surtout que le match était serré. Et moi je m'entraînais avec cette équipe-là. Il y avait des joueurs expérimentés, il y avait des bons Américains et j'ai appris beaucoup. Le fait de m'entraîner avec eux, le fait de jouer quelques minutes, et ça m'a permis de bien commencer ma carrière. Cholet Basket retrouvera Limoges en finale du tournoi des As, mais s'inclinera cette fois. Même scénario pour la finale des playoffs, mais Cholet n'a pas à rougir, car arriver en finale de championnat dès sa première saison dans l'élite est déjà un exploit, et surtout, cela permet au club d'être européen dès la saison prochaine. C'est également lors de cette saison que va naître le pitch Cholet Basket. Il y a d'abord un concours de circonstances qui fait que Cholet Basket monte en Pro A, qui ne s'appelait pas tout à fait comme ça, je ne sais plus le nom de la division, enfin c'était le maximum. Et le groupe Brioche Pasquier qui à l'époque lançait un produit qu'on avait déjà appelé Pitch. Et c'est cet élément, ce concours de circonstances qui a fait que un certain nombre de dirigeants du club, à l'époque, du conseil d'administration du club, sont venus nous voir et nous avons décidé de tenter l'expérience. Et comme on le dit souvent dans le domaine du sport, nous avons eu la baraka parce que immédiatement Cholet a obtenu des résultats de très grande qualité. Ça a été l'euphorie des années 75 jusqu'à 80, 85, des années euphoriques. Coupe d'Europe, Cholet qui joue les premiers rôles, avec des clubs phares, Limoges, Pau-Orthez. D'ailleurs, le premier match, mais les maillots n'étaient pas floqués, a eu lieu à Limoges. Le premier match de Cholet en Pro A a eu lieu à Limoges. Donc voilà, concours de circonstances, et puis pour nous, vu du côté de Brioche Pasquier, la baraka, parce que les résultats étaient là et tout allait bien. Ce qui est intéressant quand je dis on a eu la baraka, c'est les résultats, mais c'est également l'expérience des chaînes de télévision françaises qui, à l'époque, décident, entre guillemets, d'acheter le spectacle du basket. Donc c'est en particulier Antenne 2, les nombreux passages à l'émission du dimanche soir sur le sport, sur Antenne 2, et au fur et à mesure que nous avancions,
dans cette aventure, qui était véritablement une aventure pour nous. C'était la première fois qu'on faisait de la communication, je dirais grand public, à travers le sponsoring. Au fur et à mesure, nous est venue cette idée d'associer le nom pitch de cette marque à Cholet Basket. Et on a à l'époque, dans de longues conversations avec le président de l'époque, Michel Léger, nous avons décidé d'associer pitch à Cholet Basket pour faire pitch à Cholet Basket. Ceci étant, le monde de la presse n'était pas forcément tout à fait disposé à accepter ce genre d'initiative qui était nouvelle pour le basket, complètement nouvelle, une initiative qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et on a été surpris de voir que un grand quotidien régional disent non, nous n'appellerons pas, dans nos commentaires et dans nos journaux, nous n'appellerons pas le club pitch Cholet Basket, mais c'est Cholet Basket. Ça m'a beaucoup surpris à l'époque parce que déjà, dans un sport comme le vélo, le sport professionnel comme le vélo, les équipes portent le nom du sponsor. C'était déjà le cas. J'ai jamais très bien compris. Mais vous savez, il y a des fois, il faut chercher à comprendre. C'est une réalité. En tout cas, on a eu beaucoup de peine à imposer. Au niveau, je parle au niveau de la presse, en particulier quotidienne, régionale. On a eu beaucoup de peine à l'imposer. Ce qui n'a pas été forcément le cas dans d'autres médias, la radio et la télévision en particulier. Verte, c'est le nom des adversaires hollandais qui se dressent sur le chemin de Cholet pour leur premier match en Coupe d'Europe, en tour préliminaire. Et les Choletais ne commencent pas cette première campagne européenne de la bonne manière puisqu'ils s'inclinent en Hollande de 19 points. Un retard qui semble compliqué à rattraper. C'était sans compter sur le 6e homme choletais qui se sera déplacé en masse pour ce match retour. Une victoire sans appel de 39 points et voilà Cholet Basket embarqué pour de bon en Europe. Une aventure qui laisse bien des souvenirs. Là pour moi un souvenir inoubliable, c'est ce fameux Cholet Basket Real de Madrid. Avec deux joueurs qui avaient à l'époque complètement survolé le match, c'était Grayling Warner et Valérie Desmory. Et je revois encore Valérie Desmory chipper la balle au meneur du Real Madrid, dont j'ai perdu le nom bien entendu, et tout dans le Money Time. Et ça, là, la salle était en feu, quoi, et c'était vraiment au niveau de l'image pour le club et bien sûr pour notre marque, quelque chose de tout à fait exceptionnel, absolument exceptionnel. Ça a été encore, on avait franchi une étape, on a encore franchi une autre étape, c'était on a joué face au Real Madrid avec Drazen Petrovic, un des meilleurs joueurs au monde, on va dire. Et c'est vrai que déjà le voir et après le voir jouer, et je crois qu'en face, le match aller-retour, il nous a mis plus de 30 points. Et c'était vraiment quelque chose d'inoubliable, je pense, pour le public, pour les joueurs. Nous, on s'est vraiment régalé de jouer face à des joueurs aussi talentueux. Et chaque joueur, au fond de nous, on espère toujours arriver à ce niveau, mais c'est toujours essayer de se fixer des objectifs, même si on n'arrive pas à les atteindre, mais c'est assez élevé. Mais de s'y frotter à ces joueurs, ça aide énormément dans une évolution, dans une carrière de basketteur. Et c'était le grand Real Madrid, on les a battus chez nous, devant une salle galvanisée avec quelques défauts chauds et quelques temps où je me rappelle Maguette, il ne jouait pas et Kelly Austin ne jouait pas, ils étaient rentrés sur le terrain pour nous défendre parce que les autres nous mettaient des coups et les arbitres ne sifflaient pas. Mais bon, ça fait partie de l'intox, de l'intimidation et ça nous a permis un peu je crois qu'on a gagné ce match. Grâce à tout ça, au public et à notre solidarité, quoi. Mais ça restera un moment toujours gravé dans mon cœur. Et après, on a joué face à Caserte. Un gros morceau
à l'époque, où il y avait un très gros joueur, Oscar Smith, un des meilleurs marqueurs brésilien, je crois brésilien, et c'était vraiment, on a l'impression qu'il ratait jamais, qu'il ne pouvait jamais rater. Tout ça, c'est que des bonnes expériences et des bons souvenirs. Et je pense pour le basket à Cholet. Cholet ne gagnera que 2 de ces 6 matchs. Insuffisant pour passer au tour suivant, mais déjà une grande fierté d'avoir fait tomber 2 grands à la Meilleraye. Le début d'une grande épopée européenne pour le club qui jusqu'à aujourd'hui n'a loupé que 4 campagnes en 27 ans au plus haut niveau, soit 23 Coupes d'Europe jouées. Dans les années 90, on retiendra notamment 2 demi-finales de Coupe Korac, finalement perdues contre Saragosse en 1991 et Vitoria en 1994. On a eu la possibilité de jouer des demi-finales de Coupe d'Europe, en particulier une contre Vitoria, où ça s'est malheureusement mal terminé, mais où ça restait quand même des souvenirs très intenses parce que c'était en une sorte de play-off, donc il fallait gagner 2 matchs, dont les 2 derniers matchs à la maison. On avait perdu de beaucoup à l'aller, on avait gagné le 2e ici bien, et puis le 3e c'était un peu plus difficile et c'était très physique. Et les Espagnols de Vitoria, qui avaient un peu plus d'expérience, ont réussi à nous battre ici. Et ça reste des événements et des souvenirs très présents parce qu'il y avait vraiment une très très grosse ambiance. Moi je me rappelle personnellement à rentrer sur le terrain, mais juste rentrer, sortir des vestiaires pour venir s'échauffer. Déjà la salle était à moitié pleine, si c'était très pleine, et il y a des frissons qui m'envahissaient parce qu'on sentait qu'il y avait de l'électricité. Et ça c'est super parce que c'est ce qu'on veut vivre quand on est sportif de haut niveau. Jusqu'en 1995, Cholet Basket va réaliser de belles saisons, finissant systématiquement dans les 5 premiers des championnats. Les Manges auront accueilli des joueurs marquants, tels que Graylin Warner, Valérie Demory, Olivier Alinei, Mike Jones ou encore Arturas Karnichovas. Des saisons pas vraiment récompensées, malgré plusieurs demi-finales de championnat, mais aussi plusieurs finales des tournois des As. Il y a toujours un petit peu de frustration parce que quand on naît dans un début d'un championnat ou au début d'une coupe, on veut gagner, on veut aller de l'avant. Maintenant, on savait que Cholet était une équipe qui était toujours formée à base de jeunes joueurs avec des bons Américains. Et on était à une période où il y avait des grosses équipes en France qui étaient toujours très présentes, comme Limoges, Pau, voire Antibes à un moment, et qui étaient toujours là tous les ans, et qui étaient au-dessus du lot au niveau du championnat de France. Donc c'était difficile d'aller au bout et d'aller gagner 2 champions de France. Avec les playoffs en plus, c'était encore plus compliqué. Donc il y a toujours une petite part de frustration de ne pas avoir de titre. Et dans le même temps, je pense que le club, l'équipe faisait tout ce qu'il avait à faire et le maximum au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, pour aller le plus loin ou le plus haut que le club et l'équipe pouvaient aller. En fin de saison 94-95, c'est une page de l'histoire du club qui se tourne. Le prodige choletais Antoine Rigaudot quitte les Mauges. Mais c'est surtout le départ du président fondateur Michel Léger qui marque un tournant, 20 ans après la création de Cholet Basket. C'est Louis-Marie Pasquier qui va alors prendre sa succession pour 2 saisons. Sa première saison fut très compliquée et marquée par la première absence de Cholet en play-off. Le club va redresser la barre dès la saison suivante, mais Louis-Marie Pasquier laissera quand même la place à Jean-Michel Lambert. Ce dernier va frapper fort dès sa première année. En 1998, Cholet retrouve le podium de saison régulière et joue une demi-finale de championnat avec notamment dans ses rangs Stéphane Ostrovski et un certain Michael Ray Richardson. Les Choletais disputent également une nouvelle demi-finale de Coupe Korac, mais surtout, Cholet remporte la Coupe de France contre Levallois à Bercy. 10 ans après son arrivée dans l'élite française, Cholet remporte son premier trophée. Mais s'il a fallu 10 ans au club pour décrocher cette première coupe, il n'en faudra pas autant pour en décrocher une seconde. Dès la saison suivante, les Choletais récidivent, cette fois contre Strasbourg. Comme l'année précédente, c'est Éric Girard qui a mené Cholet vers une 2e Coupe de France. Mais cette équipe veut voir plus loin. Elle termine 3e de saison régulière, et si l'Asvel ou Pau Orthez, mieux classé, est champion de France, Cholet disputera l'Euroleague la saison suivante. Pau Orthez est sacré quelques semaines plus tard et envoie Cholet Basket dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Cette campagne européenne sera marquée par la réception du Panathinaïkos Athènes, futur vainqueur de la compétition cette saison. Mais les Choletais sont chez eux, dans une salle pleine à craquer. Dans une ambiance survoltée, Cholet va prendre le meilleur sur ce match et infliger une défaite de 13 points au futur champion. Un match d'anthologie. En 2000,
C'est un nouveau cycle qui commence. Pasquier décide d'arrêter son partenariat avec Cholet Basket et de nombreux joueurs quittent le club après une saison d'Euroleague. C'est une phase de reconstruction qui commence et la première saison de cette phase sera compliquée. Cholet manque les playoffs pour la seconde fois de son histoire et se prive par la même occasion d'une Coupe d'Europe pour la saison suivante. CB relève vite la tête, mais à quel prix? En effet, en 2003, le club se retrouve face à des difficultés économiques et doit mettre en place un plan de redressement. C'est cette saison-là qu'arrivera un trio bien connu du club. Patrick Chiron prend la présidence, Thierry Chevrier devient directeur et Herman Kunter pose pour la première fois sa valise dans les Mauges où il ne fera d'abord qu'une saison. Si Cholet Basket s'est toujours beaucoup appuyé sur sa formation, cette politique va encore s'intensifier. Le club fait confiance à ses jeunes joueurs tels que Cédric Ferchaud, Cyril Akpomeda, Michael Gelabal ou encore Claude Marquis. Cholet Basket bénéficie aussi du retour de Jim Bilba. Bon, c'était gratifiant pour nous d'une part, parce que bon, cela faisait partie de rêve. Et donc pour les remercier par rapport à cette confiance, il fallait absolument leur donner du résultat. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai terminé la saison à l'AEK Athènes et dû à des problèmes financiers, bon, j'ai pas pu revenir et puis j'avais pas de club. J'avais signé une pige à Tao Victoria et avant d'aller à Tao Victoria, j'étais à Cholet et j'ai rencontré Rémi Delpont et c'est grâce à lui si j'ai pu revenir au club. J'avais toujours émis la volonté de revenir au sein du club, de terminer la boucle, mais je ne savais pas quand. Et quand Rémi m'a tendu la perche, je me suis posé la question et après j'ai dit pourquoi pas. Comme j'avais pas mal bougé et j'avais envie d'un peu de stabilité et comme ma femme est originaire de Cholet, donc j'ai profité de cette opportunité pour revenir et de mettre en place un plan de fin de carrière, quoi. Donc je suis revenu au club et je crois que j'ai fait de 2002 à 2007 et j'ai terminé ma carrière en tant que joueur au club de Cholet. Donc j'étais vraiment très content et très heureux d'avoir pu réaliser mon rêve, quoi. De terminer là où j'ai débuté, quoi. La saison suivante, Cholet Basket atteint même la finale de la Coupe de France contre Gravelines. Le club des Mauges est moins dominateur que par le passé, mais il se bat avec ses moyens et accroche systématiquement les playoffs. Il faudra attendre le début de la saison 2006-2007 pour voir une crise éclater. Les Choletais commencent la saison par 5 défaites et les dirigeants décident donc de faire appel à Herman Kunter pour venir au chevet de leur équipe. Herman Kunter, c'est une histoire dans l'histoire, hein, parce que déjà en 2003, quand je me suis retrouvé président, c'est-à-dire début juillet 2003, il n'y avait plus de directeur, il n'y avait plus de coach, hein, parce que bon, il y avait des choses qui ne s'étaient pas bien passées l'année précédente, je n'y reviendrai pas. Et donc, il a fallu trouver une solution rapidement et on a pris un pari, un risque, parce que moi personnellement je ne connaissais pas Herman Kunter. Pour les spécialistes du basket, il était un peu connu pour avoir quand même dirigé l'équipe nationale de Turquie. Donc Herman, on l'a embauché. Pour ne pas prendre de risque, on a fait un contrat d'1 an. Malheureusement ou heureusement, comme il a fait une bonne saison avec nous, il a eu un appel des sirènes rapidement et il est parti au bout de cette première saison, c'est-à-dire la saison 2003-2004. Hein, mais comme on a toujours eu d'excellents contacts, quand le club s'est retrouvé en difficulté 2 ans après et qu'il était disponible, on lui a demandé s'il était d'accord pour revenir, ce qui s'est fait aussi rapidement. Et là, il a fait un bail de 6 ans. Avec le parcours qu'on connaît, qui était exceptionnel. Le malin du Bosphore va réussir à emmener son équipe en play-off, malgré le début de saison compliqué, mais il va surtout lancer dans le grand bain un certain Nando De Colo, qui va marquer le club de son empreinte. Ah, c'était vraiment un bosseur, tu le voyais, il était calme, il disait rien. C'est son taf, il venait 1 heure avant, il bossait. Bon, je l'ai vu arriver et je l'ai vu partir, je l'ai vu partir du club. C'est vraiment un joueur qui était impressionnant parce qu'il était déterminé. Et c'était un bosseur. On va dire à tous les bosseurs, ils réussissent. Hein. Celle-là, personne ne l'avait vu venir. Qualifié in extremis pour la semaine des As, Cholet doit en plus se frotter à Roanne, vainqueur de la saison précédente, dès les quarts de finale.
Bien emmenés par Nando De Colo, les Choletais se qualifient pour les demi-finales où l'Asvel devra lui aussi s'incliner devant les Choletais survoltés. En finale, Vichy ne verra pas le jour et au buzzer final, les joueurs peuvent exulter. Le trophée est pour eux et Nando De Colo est nommé MVP du tournoi. On n'était pas favoris du tout. Et là, on a sorti un basket et avec les jeunes pousses, tout ça, et Nando De Colo et Rodrigue Bobois, et à l'époque, il y avait Steve Chicombo, tout ça. Ben, on a sorti un basket, on a étonné tout le monde et on a pris la victoire. Cholet atteindra à nouveau la finale de la Coupe de France cette saison, mais s'inclinera une nouvelle fois à Bercy contre l'Asvel Lyon-Villeurbanne. L'année suivante est elle aussi exceptionnelle, mais sur le plan européen cette fois-ci. Cholet réalise un bon début de parcours en Eurochallenge et affronte Kiev en quart de finale. Les Choletais devront passer par une belle accrochée à domicile pour accéder au Final Four. En demi-finale, Moscou s'incline de 3 points et propulse Cholet en finale d'une Coupe d'Europe. Il n'aura manqué que 2 points contre Bologne, 2 points qui laissent des regrets. Une équipe jeune avec des jeunes Français, des jeunes Américains, des rookies, quoi. Et on franchit les étapes, on progresse, on grandit. Chaque personne apprend. Moi, j'apprenais. Herman il nous a guidés vers ça. Et puis, on se retrouve au Final Four en Italie. Et on gagne la demi-finale face à, j'ai oublié, une équipe russe. On la gagne. Et puis, on se retrouve face à Bologne, chez eux. Et on vient mourir de très peu. Et bon, c'est rageant. Mais c'est une expérience unique et être déjà allé, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Parce que même si c'est pas champion, mais c'est finaliste. Et pour le club, je crois pas, pour le moment, on n'a pas encore fait d'autres finales de Coupe d'Europe. Donc ça reste quelque chose d'énorme. Et quand on regarde l'équipe qui était en place, il y en a pas mal qui ont fait des petites carrières, on va dire. C'était un bon début pour eux. On ne jouait pas comme des équipes qu'on connaissait, c'était en Coupe d'Europe et donc à chaque fois, on devait partir à l'étranger et on devait jouer comme des nouvelles équipes et donc c'était plus ou moins excitant. Franchement, ça a été une très très bonne expérience. Cette finale de Coupe d'Europe qui s'était fait, je crois, en Italie. Voilà. Et bon, malheureusement, on est passé, on aurait pu la prendre, celle-là. Ouais, un grand regret parce que ceux-là, normalement, on ne les joue pas souvent. Il y a l'opportunité de la prendre, on pouvait la prendre, celle-là. Dans le même temps, le championnat s'avère compliqué et les Choletais vont manquer les playoffs pour la 3e fois seulement en 21 saisons de Pro A. Le club est aussi très fier de voir s'en aller Nando De Colo et Rodrigue Bobois, draftés en NBA en fin de saison. Mais comment remplacer ces maillons forts de saison exceptionnelle que vient de vivre Cholet ? Ce dont personne ne se doute encore à cet instant, c'est que la saison suivante sera encore plus grande. Et c'est fini! Cholet est officiellement champion de France pour la première fois de son histoire et succède à l'Asvel. Cholet champion 2010. 2009-2010, une saison marquée à l'encre rouge dans l'histoire de Cholet Basket. Pourtant, en préparation, rien ne laisse présager de ce qui va arriver. CB encaissera même 53 points face au grand Maccabi Tel Aviv. À la surprise générale, Cholet s'installe rapidement en tête du championnat, bien emmené par l'expérimenté John Linehan, le jeune Fabien Causeur, mais aussi Randall Folker et Anti-Wayne Robinson, toujours présents. Mais cette équipe n'en finit plus de révéler ses atouts, et en novembre, c'est le talent du prodige Sami Meria qui explose enfin aux yeux de tous. Le 21 novembre 2009, c'est un véritable coup de tonnerre qui retentit dans les Mauges avec le retour de Michael Gelaba à l'Obercaille. J'étais blessé, ça faisait un peu plus d'un an et demi que j'avais pas vraiment joué au basket, donc j'ai voulu me retrouver et pour me retrouver, je suis revenu à Cholet et voilà. C'était la seule motivation. Je pouvais aller autre part en France, mais Cholet, je pense que c'était le bon endroit où je pouvais repartir de zéro, quoi. Après un derby contre Le Mans très disputé, c'est bien Cholet qui est leader au soir de la 15e journée de championnat. La phase retour est plus compliquée et le staff choletais décide d'engager Marcellus Somerville pour suppléer Anti-Wayne Robinson, seul ailier fort de l'équipe. Cholet reprend sa marche en avant, gagne ses 7 derniers matchs dont le derby au Mans et s'empare de la première place de la saison régulière. Une première dans l'histoire du club.
Mais les playoffs sont comme une nouvelle compétition qui démarre et les Choletais se rendent rapidement compte. Les playoffs démarrent le 18 mai à la Meilleray contre la surprise Poitiers, promu en Pro A cette saison. Les hommes d'Herman Kunter manquent de peu de lâcher ce premier match. Djalabal, Meria et Robinson hors du coup, c'est le banc qui fera finalement la différence pour revenir après avoir été mené de 15 points à 14 minutes du terme de la rencontre. Le match retour est à nouveau disputé, mais cette fois les cadres répondent présents et Cholet s'envole en demi-finale, sans John Linehan, néanmoins qui s'est blessé à la cheville. Cette demi-finale se jouera contre Gravelines, l'une des deux seules équipes avec Roanne à avoir gagné ces deux confrontations de saison régulière contre Cholet. Un scénario épique pour une place en finale et qui laisse de nombreux souvenirs. Ils viennent gagner chez nous et là, il a fallu qu'on aille là-bas pour gagner et c'était pas joué quoi. C'était pas joué et on savait que ça allait pas être facile. Et je crois qu'on perdait même ce match-là chez eux de 15 points, un truc comme ça au troisième quart-temps. Et Herman, on avait travaillé sur une zone presse juste avant d'aller là-bas et à ce moment-là, Herman dit on n'a plus rien à perdre, on va sortir la zone presse et là tout le monde prend feu et on arrive à gagner ce match-là. C'est un des plus beaux matchs qu'on a pu jouer dans le play-off. Cette finale a été acquise grâce à un parcours exceptionnel en play-off et surtout contre Gravelines où on perd, je crois, le premier match chez nous. On va gagner à Gravelines, donc une belle chez nous. Gravelines croyait bien sûr avoir fait le plus fort ou le plus difficile en gagnant chez nous. Donc renversement de situation et une ambiance exceptionnelle à la Meilleray pour la belle, qui nous a permis d'aller en finale à Bercy. Et voilà, donc une aventure qu'on n'oublie pas. Euphorique après un retour héroïque de 17 points à 11 minutes de la fin au Sportica de Gravelines, Cholet ne laissera pas une seule chance à Gravelines de remporter la belle. Les joueurs fêtent la finale avec les supporters pendant de longues minutes à la Meilleray. Le 13 juin 2010, ce ne sont pas moins de 3500 supporters qui rallient Bercy pour la finale du championnat contre le rival Manceau. La marée rouge, c'est comme ça que je l'appelais, nous a porté jusqu'au titre de champion de France. Un titre de champion de France que Cholet n'aura jamais vraiment laissé espérer au Mans dans une finale maîtrisée où seule la première mi-temps aura réellement été disputée. Le public choletais exulte en même temps que les joueurs sur le terrain. Cholet vient de gagner le premier titre de champion de France de son histoire et gagne également son billet pour l'Euroleague de la saison prochaine. Thierry Chevrier, qui était présent au club en tant que joueur pour le titre N2, devient également champion de France en Pro A, en tant que directeur cette fois. L'émotion est au rendez-vous et la fête peut continuer. Le seul pivot, c'est bravo. Bon, il y a 35 ans que j'attendais ça, alors je peux rien dire de mieux. Il y a tellement d'émotions, et puis il y a la manière en plus, et puis il y a tout cela. Bon, je ne peux pas faire un traduction maintenant, m'en veuillez pas. On verra, mais je n'ai pas d'autre mot à dire que la joie que je ressens profondément. C'est un moment exceptionnel, extraordinaire, surtout ce qu'on a vécu ce soir. Il y a les joueurs, le staff et puis alors le public extraordinaire. 3500 personnes de Cholet qui ont fait le déplacement et ils ont été fabuleux tout au long du match. Donc les joueurs ont été fabuleux, mais le public, nos supporters aussi. Donc un grand merci à tout le monde. Le lendemain, à la Meilleray, de nombreux supporters seront présents pour accueillir le trophée à Cholet et hisser la première bannière de champion de France de l'histoire de Cholet Basket. Son billet pour l'Euroleague validé grâce au titre de champion de France, Cholet commence réellement la compétition avec la réception de Barcelone lors de la deuxième journée, après une lourde défaite à Sienne. Cholet passe tout proche de la victoire contre le champion d'Europe en titre, et le coach barcelonais déclara même après le match « Je pense que Cholet va vraiment faire souffrir beaucoup de monde. Avec un public pareil, ils vont gagner des matchs à domicile, c'est quasi obligatoire. » Dans la continuité du titre de champion de France, on a gagné le match des champions, donc champion des champions, donc c'est aussi un titre important, donc c'était vraiment une très très forte période, et puis ça nous a permis de faire l'Euroleague, c'est aussi quelque chose qui fait grandir le club, parce que ça a permis
de se structurer encore un peu plus, d'améliorer les infrastructures, enfin, et d'avoir des rencontres là aussi très très belles et des grosses équipes en face de nous. Hein, chacun se souvient de Barcelone et de Fenerbahçe qu'on avait battu ici. Donc ce sont des souvenirs là aussi qu'on n'oublie pas. Hein. Mais avec toujours une ambiance exceptionnelle, parce que là aussi, je crois qu'on est vraiment dans une terre de basket, des gens qui sont connaisseurs, qui aiment le basket, et on a régulièrement 4500 à 5000 personnes à la Meilleraie. Les supporters de Cholet, là, moi, ça fait 20 ans que je suis à Cholet, je les avais jamais vus comme ça, franchement. Parce qu'entre-temps, j'étais parti en Italie, et les gens me disaient, mes amis me disaient, il faut voir les supporters de Cholet, ils sont levés, on n'a jamais vu ça, tout. Et effectivement, quand je fais ça, je dis, oh. Et c'est ce qui manque. Il faudrait qu'ils reviennent de nouveau comme ça, qu'ils soient derrière l'équipe et qui poussent l'équipe. Parce que normalement, le 6e homme, c'est les supporters. Et ça joue. Ça joue beaucoup, ça joue énormément. Sans supporters, les matchs vont être plus difficiles. Et donc, on a besoin des supporters qui soient derrière cette équipe de Cholet et qui poussent et qui aient la good vibe dans le sens pour que Cholet gagne ses matchs. La semaine suivante, CB empoche son premier succès avec la réception de Vilnius. Une victoire qui aura été acquise dans la douleur et notamment grâce au sang-froid de Vule Advalovic dans le Money Time. Cholet confirmera à Zagreb avant de rencontrer à domicile le Fenerbahçe dans une rencontre qui marquera à jamais l'histoire du basket choletais. Les Turcs se présentent dans les Mauges avec l'étiquette de dernière équipe invaincue en Euroleague. CB pour ce match devra faire sans Fabien Causer et Randall Folker, tous deux blessés. Mais il en fallait plus pour Sami Mehria et sa bande qui livrèrent une prestation des grands soirs pour venir à bout des Stambouliotes et décrocher leur 3e victoire de suite. Le rêve d'un top 16 d'Euroleague se profile de plus en plus. Mais le début de la phase retour marque un cruel retour sur terre. Sienne et Barcelone ne se laissent pas surprendre et les Choletais vont lâcher une précieuse victoire à Vilnius qui, une semaine après, sortira vainqueur de son duel avec Barcelone. Pire, Cholet lâche aussi le goal average en Lituanie. Cholet garde un espoir en battant Zagreb, mais il faudra maintenant aller gagner en Turquie pour se qualifier. La marche était trop haute pour les Choletais qui voient alors leur espoir de top 16 s'envoler. Énorme souvenir d'avoir pu jouer face à Fenerbahçe, Barcelone, Cibona, c'est énorme. De pouvoir côtoyer les meilleures équipes d'Europe, tous les joueurs rêvent que de ça. Tous les joueurs veulent que ça et quand on leur dit « tu joues en Euroleague », les yeux petits, mais c'est normal, c'est normal. Et j'étais pareil et je pense que ça sera ça reste aussi un énorme souvenir pour les fans. Et malheureusement, on n'est pas passé juste pour le goal à virage. C'est rageant, mais ce qui montre que les petits détails comptent. Les petits détails, et ça nous a appris ça. Heureusement, Cholet a réussi à se montrer compétitif sur les deux tableaux pendant l'Euroleague et boucle sa phase aller à la seconde place. CB restera dominateur en phase retour et finira premier du championnat pour la seconde année consécutive. Place maintenant aux play-offs où les Choletais devront affronter Le Mans dès les quarts de finale. Les Choletais balayent les Manceaux en 2 matchs, non sans difficulté. En demi-finale, le défi est de taille. C'est Gravelines, comme la saison passée, qui va croiser le fer avec les Choletais pour une place en finale. Mais cette fois, l'équipe des Mauges assure dès le match aller dans une Meilleraie en fusion et n'a plus qu'à aller confirmer dans le Nord. Cholet est à 40 minutes d'un nouveau titre de champion de France, contre Nancy cette fois. Devant plus de 5000 supporters, le destin sera cruel pour des Choletais en mal d'adresse qui ne parviennent pas à régler la mire. Cholet pourra pourtant y croire jusque dans les ultimes secondes, mais John Linehan, qui avait gagné le titre avec Cholet l'année précédente, viendra doucher les Choletais pourtant survoltés après un retour mené par Fabien Causer. Sami Mehria tentera bien d'égaliser dans les ultimes secondes, mais le shoot passe à côté et ce sont les Nancéens qui lèvent les bras au ciel. Ce match est également le dernier de Sami Mehria qui prend alors la prestigieuse destination du CSKA Moscou. Cette défaite sera difficile à digérer pour Cholet Basket, qui aura du mal à se relever la saison suivante. L'équipe accrochera quand même les demi-finales de play-off après leur exploit contre Gravelines, premier de saison régulière, en quart de finale. Des play-offs épiques, mais qui se termineront sur un revers en belle de demi-finale au Mans. Herman Kunter annonce son départ et il faut maintenant reconstruire avec une économie et une concurrence toujours plus relevée.
Mais les 40 ans de Cholet Basket ne se résument pas seulement aux 40 années de l'équipe première, car Cholet Basket, c'est avant tout une association qui n'a cessé de grandir au fil du temps et compte aujourd'hui plus de 500 licenciés. L'association est séparée du groupe professionnel depuis 1991, date à laquelle une loi a exigé cette séparation. Ce qu'il fallait, c'est qu'au départ, on monte une structure à caractère plus civil, à caractère plus société, et qui exigeait quand même que l'association détienne au moins la majorité. Donc la partie professionnelle, l'association détient toujours à Cholet Basket la majorité. Et même plus que ça, parce qu'elle a acquis des parts lorsque l'entreprise Paquier a quitté Cholet Basket, elle a cédé les parts qu'elle avait dans la société, qui est devenue la SASP après, elle a cédé ses parts à l'association. Aujourd'hui, l'association de Cholet Basket, ça représente 82% du capital, enfin des droits de vote de la SASP. Donc c'est considérable, surtout. Il faut savoir que de ce fait, et pas seulement de ce fait, mais les droits sportifs appartiennent à l'association. Ça, c'est un point essentiel à connaître. Et bon, ça se passe très bien à Cholet Basket. Moi, j'étais pendant 20 ans président des deux, enfin 19 ans des deux, et puis la dernière année, la loi ne me permettait pas d'être en même temps président de l'association et de la partie pro. Donc la dernière année où j'étais président, c'est Yves Auger qui m'avait remplacé auprès de l'association. Mais c'est ça que je souligne, c'est l'importance de la structure associative, qui aujourd'hui, c'est 450 licenciés. C'est colossal, c'est une des plus grosses associations de la région. Toutes ces équipes ont conquis de nombreux titres. Tout niveau confondu, Cholet Basket au niveau associatif, c'est 14 championnats de France, 6 Coupes de France, 1 titre interrégion, 34 titres régionaux et 61 titres départementaux. A noter que le premier titre féminin est celui de National 4, acquis par les seniors en 1991, alors emmené par Thierry Chevrier. Cette équipe a gravi 4 échelons successifs en démarrant de la promotion d'excellence régionale en 1988 pour arriver jusqu'en National 2 lors de la saison 92-93. Première de leur poule de National 3 cette saison, et après avoir décroché la Coupe des Pays de la Loire la saison précédente, les seniors féminines coachées par Gaëtan Charbonnier jouent les playoffs avec l'intention de décrocher leur billet pour la National 2. De leur côté, les seniors garçons ont accédé pour la première fois à la National 3 au terme de la saison 2011-2012 sous la houlette de Jérôme Navier, actuel assistant coach du groupe professionnel. Ils feront le chemin inverse dès la saison 2012-2013. Emmenés par Guillaume Grelot cette saison, les garçons ont validé leur retour en National 3 pour conclure une superbe saison. Depuis le coup d'éclat du 18 juin 1975, ce sont 7 présidents qui se sont succédés à la tête de l'association. Michel Léger bien sûr jusqu'en 1994, puis Yves Auger, Guy Barusier, Alain Laffa, Élie Baranger, Laurent Nerrière et enfin une présidence pour les 40 ans, Françoise Châtaignier. L'association, c'est aussi le point de départ de la formation chouletaise qui est si réputée à travers l'Hexagone, mais aussi au-delà. L'équipe Espoir a été sacrée championne de France à 4 reprises et a gagné 3 fois le trophée du futur. Le grand homme du centre de formation, c'est Jacques Cattel. Il a dirigé la formation chouletaise depuis ses débuts en 1986 pour ne raccrocher qu'en 2014. Très respecté dans le milieu, Cholet Basket lui doit énormément. C'est Jean-François Martin qui a pris sa succession après avoir été entraîneur des Espoirs de 1991 à 2014. Le centre de formation de Cholet a vu passer de nombreux joueurs. Et parmi eux, plusieurs ont été draftés en NBA. C'est le cas de Rodrigue Beaubois et Nando De Colo en 2009, Kevin Séraphin en 2010 et Rudy Gobert en 2012. On peut y ajouter Michael Gelabal qui sera drafté en 2005 alors qu'il jouait au Real Madrid juste après avoir quitté les couleurs de Cholet Basket. Mais la formation chouletaise, c'est également Antoine Rigaudot et Jim Bilba, médaillés d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et des joueurs majeurs du championnat de France parmi lesquels Claude Marquis, David Gauthier, Charles Cahudi, Stephen Brun, Cédric Ferchaud, Aymeric Janot, Cyril Akpomeda ou encore Bruno Coquerand. Ces derniers, mais aussi les draftés, ont fait au fil des années le bonheur de l'équipe de France. Si j'avais pas débuté à Cholet, j'aurais jamais été basketteur professionnel. Donc, je serais toujours redevable par rapport au club de Cholet. Tout m'a marqué. La première année que je suis arrivé à Cholet, on a gagné le trophée du futur en espoir. Cadet, on était champion. L'année d'après, on avait joué à Bercy en cadet encore. On a gagné la Coupe de France. Il y a eu pas mal d'événements à Cholet que ça fait que c'est Cholet et c'est devenu important pour moi parce que
J'ai gagné beaucoup de titres en étant jeune, avec les pros, et voilà, c'est la globalité qui m'a marqué, et Cholet restera toujours dans mon cœur.